C'est moi qui ai la chance de clôturer cette session avec une présentation sur un projet fédérateur de l'Institut Carnot-Mines. Voilà, vous la voyez? Oui, c'est OK. OK, merci. Donc un projet Power2X de l'Institut Carnot-Mines qui s'appelle iTrend pour hydrogène, pour une transition énergétique décarbonée. Donc c'est un projet qui regroupe un certain nombre d'acteurs du groupe H2Mines dont j'ai parlé hier. Bon, je vais parler d'abord du schéma général et puis de l'aspect fédérateur, puis on verra un peu plus en détail les différentes briques technologiques et actions transverses qu'on traite dans le cadre de ce projet, et puis une liste de retombées attendues. Alors, ce n'est pas une présentation scientifique. On a prévu de faire un webinaire. On a déjà fait un webinaire H2Mines. On a prévu de faire une deuxième journée où on présentera les résultats du projet. Donc, on n'est pas tout à fait au début du projet, mais on a une réunion de projet la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas beaucoup encore de résultats scientifiques à vous présenter. Par contre, certains ont déjà été abordés dans le cadre des présentations de ce matin et un peu hier. L'objectif ici, c'est de montrer comment on travaille ensemble au sein du groupe de travail H2Mines. Je vous l'ai dit hier, hein, l'objectif du groupe, c'est de fédérer un peu nos activités. Mais pour travailler ensemble, pour apprendre à échanger, il n'y a rien de mieux que d'avoir un projet collaboratif. Donc, on a eu la chance d'être retenu au précédent appel à projet de l'Institut Carnot en proposant ce projet-là, qui est un projet, donc Power2X, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai présenté le synoptique du projet hier, mais je vais y revenir. Le projet, il intègre 5 écoles, donc IMT Atlantique, IMT Mines d'Alès, IMT Mines Albi Carmo, Saint-Étienne, et puis l'école des mines de Paris. Avec quatre départements qui sont concernés, dont sciences et vie de la terre et de l'environnement, énergétique et génie des procédés, sciences et génie des matériaux, et économie, management et société. Et puis 13 centres ou labos mobilisés au sein de ces 5 écoles. Donc, je ne vais pas tous les citer parce que ça serait un peu trop long, mais on en a parlé un peu hier. Ils sont sur la carte de France que je vous ai présentée hier. Donc, on retrouve ici le schéma du projet qui est un peu complexe, mais c'est un projet qui intègre pas mal de briques techno différentes. En fait, il est construit autour d'une récupération du CO2, l'objectif étant, avec de l'hydrogène produit par différents moyens, de faire de la méthanation pour alimenter une chaudière. Et donc, on se retrouve dans un circuit projet d'ingénierie circulaire autour de cette production de méthane et puis récupération du CO2. Donc, on a pu comme ça greffer pas mal de compétences disponibles au sein de l'Institut et des écoles des mines pour traiter différents aspects du projet, la production d'hydrogène, la méthanation, la captation du CO2, le stockage également, et puis le suivi, le contrôle des procédés et suivi de sécurité par les capteurs. Donc, je vais passer chacune des briques un peu en détail. Un atout du projet, c'est qu'on peut s'appuyer sur une plateforme qui existe déjà, un démonstrateur qui existe en région nantaise, dont on a parlé hier. Il y a eu un exposé sur les résultats de cette plateforme. Donc, c'est le démonstrateur Minerve qui reprend, dont le projet iTrend reprend pas mal des aspects. Vous voyez qu'ici, on a en fait aussi une unité de méthanation. C'était l'objet de la présentation qu'on a eue sur le dispositif. Et puis, un électrolyseur alimenté par soit le réseau électrique, soit des énergies renouvelables, PV ou éoliennes. Et puis, le méthane produit donc alimente une chaudière. Aujourd'hui, le CO2 n'est pas récupéré en sortie de fumée, mais on a un des aspects de notre projet-là concerne cet aspect. Et donc, en fait, chacune des retombées du projet iTrend pourra aussi servir au développement de ce démonstrateur. Donc, je vais passer en revue les différentes briques technologiques. Sur la production d'hydrogène, on a plusieurs voies possibles.
sachant qu'on s'intéresse bien sûr à des procédés qui sont propres, sans émission de gaz à effet de serre, donc, ou alors avec une gestion contrôlée dans le cadre de la biomasse qui permet d'avoir une émission nette nulle. Donc ça concerne l'électrolyse de l'eau, basse température, haute température, et puis le réformage du biomase ou la pyrogasification de la biomasse. Donc deux écoles là sont concernées, Mines ParisTech et Albi Carmo. Sur l'électrolyse de l'eau, alors en basse température, le projet va nous donner l'occasion de faire un peu de ressourcement et puis de développer de nouveaux matériaux de type aérogel. Donc soit aérogel métallique pour l'électrolyse alcaline, soit aérogel d'oxyde métallique type IRO2 ou alors IRO2 sur d'autres types de supports pour l'électrolyse PEM. Et sur la haute température, on a des projets qui ont pour objectif de diminuer en fait la température de fonctionnement des électrolyseurs haute température avec un aspect particulier ou spécifique sur la nano-architecturation des interfaces. Donc c'est ce qu'on voit ici avec les premiers résultats qui ont été obtenus au Centre des matériaux de l'École des mines de Paris. Et dans le cadre du projet, donc on poursuit ces matériaux avec un postdoc qui est engagé dans le cadre du projet. Sur le réformage du biogaz, vous retrouvez ce qu'a présenté Dohan ce matin. Une partie des travaux, ou en tout cas la fin de la thèse, a pu être réalisée en partie dans le cadre du projet, avec le développement de ces single atom catalystes sur base d'hydroxyapatite qui se révèlent en fait plus activables que les nanoparticules des mêmes catalyseurs. Voilà pour la partie hydrogène. Sur la partie captage de CO2, donc il nous faut du CO2, une fois qu'on a de l'hydrogène pour produire du méthane. Ici, on s'intéresse à la problématique de la régénération du solvant, qui est en fait responsable d'une baisse d'efficacité des chaudières qui sont équipées de ces systèmes de régénération, puisqu'il faut de ces systèmes de captation, parce qu'il faut le solvant et ça coûte en énergie. Là, on va regarder deux aspects. D'abord, l'intérêt d'utiliser un procédé micro-ondes pour cette régénération de solvant qui devrait être moins énergivore. Et puis, là, c'est un aspect beaucoup plus global. On va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut valoriser toutes les chaleurs fatales qui sont disponibles dans le procédé, et notamment celles qui viennent des fumées pour justement plus efficacement contribuer à la régénération de ce solvant. Donc là, on a deux écoles qui sont concernées, IMT Atlantique pour les procédés micro-ondes, et puis Mines ParisTech, le Centre d'efficacité énergétique des systèmes, pour la valorisation de la chaleur. Une fois qu'on a donc CO2 et hydrogène, on peut s'intéresser à la production de méthane. Donc là aussi, on a vu ce matin différents procédés possibles. Dans le cadre du projet, on s'intéresse à deux procédés. Alors, dans l'ensemble de ce que je dis là, on ne s'intéresse pas à l'ensemble des procédés, mais à des aspects un peu particuliers, spécifiques. Donc, on traite des points particuliers. Ici, dans le cadre de la méthanation biologique, alors, ça a été dit ce matin, l'intérêt, c'est que ce procédé fonctionne à bien plus basse température que la méthanation thermique, mais il y a un certain nombre de limitations, bien sûr. Donc ici, on va essayer de regarder comment optimiser en fait la disponibilité de l'hydrogène dans les solutions qui contiennent donc les bactéries qui ont pour objectif de produire le méthane. Et donc, ça passe par une étape d'étude de l'état de l'art. Et puis ensuite, l'objectif final, c'est de développer un bioréacteur qui va améliorer cette biodisponibilité de l'hydrogène. Et puis, sur le réformage pyrolyse de biomasse au CES, la Mines ParisTech, donc ça, pardon, la méthanation biologique, c'est un sujet qui va être traité par les mines d'Alès. Et puis, sur le réformage pyrolyse, on va regarder plutôt comment est-ce qu'on peut séparer les différentes phases issues du réformage ou de la pyrolyse, et notamment un sujet sur la cryogénie des goudrons. Alors, il y a des compétences au sein du groupe là, sur la détection de gaz. Ça, c'est porté par l'École des mines de Saint-Étienne, qui a développé depuis de très nombreuses années une expertise sur les capteurs de gaz, à la fois pour le contrôle des procédés, mais aussi pour la sécurité. Donc, ça veut dire que là, on a besoin de capteurs qui vont être sensibles à différentes concentrations, souvent à
mélange de gaz avec des gaz qui peuvent interagir et qui donc des capteurs qui vont être sensibles plus ou moins sensibles à ces différents gaz. Donc ça concerne le CO, le CO2, le CH4, l'hydrogène, donc les gaz qui sont d'intérêt pour les procédés qu'on regarde. Et donc là, Spin a fait une étude biblio et proposé une plateforme multicapteur qui va intégrer, en fait, donc c'est l'image que vous voyez là, différents types de capteurs selon les gaz à regarder, donc plutôt électrochimiques pour le CO, des capteurs catalytiques semi-conducteurs pour les mélanges hydrogène CH4 et infrarouge pour CO2 CH4. Et donc l'analyse des données obtenues en croisant voilà, les données qu'on obtiendra avec ces différents capteurs, on espère pouvoir être capable de quantifier les quantités de gaz qui sont produites ou détectées dans les différentes conditions opératoires du procédé. Sur le stockage, alors là, on s'intéresse au stockage massif d'hydrogène, puisque, vous l'avez vu sur la partie gauche du diagramme, ici, les procédés auxquels on s'intéresse sont plutôt des procédés de production massif connectés aux ENR. Donc, en marge du cas très spécifique de la plateforme Minerve, c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'on peut gérer ces grandes quantités d'hydrogène et donc les stocker. Et donc là, il y a une solution d'intérêt qui sont les cavités salines. Le sujet est développé au Centre Géosciences de l'École des Mines de Paris en collaboration avec le Centre de thermodynamique de l'École des Mines de Paris aussi. En fait, là, on a un pilote de stockage. Donc, j'ai déjà montré la photo hier. C'est assez unique. Ça permet de reproduire en fait les conditions de stockage en cavité saline et puis d'étudier tous les paramètres thermodynamiques qui régissent en fait les stockages et les interactions entre l'hydrogène, la roche, la saumure, le sel. Donc on essaye de voir comment les conditions d'injection sous tirage peuvent influer sur le comportement de ces cavités, parce qu'aujourd'hui, on a un code numérique qui décrit bien le comportement d'une cavité, mais qui en fait ne tient pas compte des variations de température, notamment, qui peuvent être observées pendant qu'on injecte ou qu'on soutire de l'hydrogène. Donc, on va essayer d'améliorer le code avec ce type de réacteur-là qui permet de regarder ce qui se passe dans différentes conditions opératoires. Et puis, donc on a différents réseaux, donc vous le voyez, réseau électrique, réseau de gaz, réseau de chaleur, donc l'hydrogène ou le méthane, une fois qu'il est produit, il peut être utilisé directement, mais la plupart du temps, il a besoin d'être stocké et d'être distribué. Donc là, il y a un intérêt à regarder comment est-ce qu'on peut optimiser les interactions en réseau pour donner, en fait, ça permet d'avoir plus de flexibilité, notamment sur le taux de pénétration des ENR. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde chez nous à Percé, synergie, réseau électrique, réseau de gaz. Et puis au CES, donc toujours à l'École des Mines de Paris, réseau de chaleur. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser en fait l'utilisation de tous ces réseaux pour valoriser au mieux les gaz qui sont produits dans le cadre du procédé. Et puis, on a aussi la chance, je disais hier, d'avoir accès à un certain nombre d'experts dans le cadre du groupe H2Mines dans les sciences humaines, économiques et sociales et en ACV sur les risques. Donc, on va mettre à profit ces expertises pour regarder un certain nombre d'aspects transverses qui ont trait au développement durable. L'évaluation environnementale de la chaîne. Donc, alors, on ne va pas pouvoir regarder l'ensemble, mais on a sélectionné un certain nombre de procédés qu'on voudrait regarder. Par exemple, le couplage PV, électrolyse, PEM ou alcaline, comparé au vaporéformage du méthane pour la production d'hydrogène. Donc, étude et caractérisation des risques, là, ça va concerner les différents procédés qu'on étudie. Synergie éco-industrielle avec l'implantation qu'on a dans les différents territoires, on va pouvoir sélectionner un certain nombre de cas d'études qui vont nous permettre d'avoir un retour d'expérience et de voir comment ce type de projet intégré là peut intéresser les territoires.
Et puis, au niveau sociétal, cartographie des enjeux débats. Ici, il y a des premiers résultats qui ont montré qu'en fait, sur la base d'une étude bibliographique, à la fois de la littérature de presse et de la littérature scientifique, on avait des perceptions assez différentes de la filière hydrogène. Dans la presse, typiquement, on s'intéresse plus au potentiel que peut apporter ce vecteur énergétique. C'est plutôt, alors nos économistes disent, nos spécialistes parlent plutôt de littérature de promesses, alors que dans la littérature scientifique, là, on s'intéresse plus aux aspects alors acceptabilité. Je sais que c'est un terme qu'il faut éviter d'utiliser, mais c'est le terme qu'on retrouve beaucoup dans la littérature scientifique quand on veut parler d'appropriation de ces technologies. Donc voilà, il y a une étude qui est en cours aujourd'hui qui scrute un peu tout, qui scrute la perception qu'ont les différents organes de presse ou les différentes populations sur la filière hydrogène. Donc là, les retombées attendues, alors je l'ai dit en introduction, il s'agit de fédérer activement les acteurs du Carnot. On travaille jamais mieux que quand on au sein d'un projet. Donc ça va resserrer aussi les liens et puis ça va permettre de montrer aussi, via les différentes opérations de communication qu'on va faire, l'activité du groupe sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec des spécificités bien particulières. Coopération intercentre, donc ça marche avec la fédération des acteurs. On utilise aussi le projet pour pousser certaines actions et faire un peu de ressourcement, c'est-à-dire développer soit de nouveaux matériaux, soit de nouveaux procédés, voire des nouveaux moyens d'essai. Donc ça va appuyer aussi les projets qu'on a en cours ou qu'on compte développer à l'avenir. Et puis un impact sur l'emploi-formation avec le recrutement de post-doctorants, de doctorants, de stagiaires. Donc l'activité contractuelle, c'est ce que je disais, ça va permettre de développer, tout ce qu'on va développer dans le projet-là va nous donner encore plus de compétences et de connaissances pour développer de nouveaux projets. Donc, voilà, j'ai fini pour la présentation de ce projet-là. Donc je vous le disais, il y a très peu, voire pas de résultats scientifiques, mais je vous donne rendez-vous dans un an ou deux, si on ne fait pas de communication, pour le webinaire qu'on va organiser qui montrera les principaux résultats du projet. Et vous en avez vu quelques-uns déjà lors des présentations qui ont été données jusqu'ici dans le cadre de ce. Donc sur les contacts, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le projet ou encore une fois les différentes compétences qu'on met à profit dans le cadre de ce projet, vous pouvez me contacter ou contacter Johanna Schlesinger. Et puis encore une fois, vous avez le flyer, donc vous retrouverez les contacts par école et par thématique. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir mangé trop de temps. Je crois que j'étais un peu court, mais ça va. Regarde les questions. Oui, tu as deux questions. Une de Gilles Flamand qui te demande quel est le rendement global de la chaîne de conversion et s'il y a des problématiques électrotechniques liées à l'électrolyse. Et une question de Gérard Cambillot qui s'interroge sur le lien avec les applications dans le monde de l'automobile et de la robotique mobile. Ok. Alors sur le rendement global de la chaîne, ça on ne l'a pas encore regardé, mais on sait que généralement quand on fait de l'hydrogène à partir d'électrolyse couplée ENR, on a des rendements qui sont de l'ordre de 10%, quoi. C'est-à-dire qu'on a 70%, 70% d'électrolyse et puis une quinzaine de pourcents sur le PV. Donc forcément, si on regarde que le rendement énergétique, ce n'est pas très alléchant. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la disponibilité de l'énergie photovoltaïque, par exemple, ou ENR en général. Et puis et après, évidemment, si on veut encore reconvertir l'hydrogène dans une pile à combustible, par exemple, alors là, on perd encore
on perd encore 50%, qui est le rendement classique électrique d'une pile à combustible. Alors en haute température, ou voir si on fait de la cogénération, à ce moment-là, on perd beaucoup moins, puisqu'on peut aller à 90%. Mais voilà, le rendement, c'est une chose. Après, il y a la disponibilité de l'énergie, bien sûr, son coût. Mais sur le projet-là, on n'a pas encore fait d'estimation. Problématique électrotechnique liée à l'électrolyse, je ne sais pas trop. Moi, je m'intéresse surtout aux aspects matériaux. Je crois que c'est le cas d'Anthony Chéneau qui est là aussi aujourd'hui. Je ne sais pas s'il peut en dire un mot, mais ils sont aussi très liés, très concentrés sur les matériaux. Et donc, c'est bien ce qu'on regarde dans le cadre de ce projet. Côté automobile et robotique mobile, donc oui, dans le synoptique, il y a une interaction avec la mobilité hydrogène. Donc, on ne va pas le regarder dans le cadre de ce projet-là, mais c'est des choses qu'on regarde, nous, alors, dans les différents centres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets sur la mobilité, nous à Percé en particulier avec Symbio. Et donc, ce n'est pas dans le projet iTrend. Par contre, on a de l'activité sur le développement de matériaux et l'optimisation de systèmes pour les piles à combustible à vocation application automobile. Donc, ça finit la session de ce matin. À l'heure, on avait prévu de finir à 11h20. Il est 11h22. J'ai rattrapé un petit peu de temps. Mais on était tous à l'heure. Donc, encore merci beaucoup à tous les intervenants de ce matin pour la qualité des présentations et puis et les délais qui ont pu être respectés. Merci à tous d'avoir joué le jeu des questions.